Bienvenue chez VCA Group, la team qui vous fait voyager et réussir à l'étranger. Études, immigration, expérience de voyage, on couvre tout. Plus de 74% d'entre vous oublient de liker et de follow. C'est le moment de corriger ça pour ne rien manquer. Et maintenant, c'est l'heure de notre webinaire. Alors attachez vos ceintures. Pour revenir sur ce que je disais, VCA Group a le bureau principal basé donc à Minneapolis aux États-Unis. Le bureau de représentation se trouve à Dakar. Donc pour ceux qui connaissent le Sénégal, le bureau de Dakar se trouve au niveau de Yoff, non loin du centre aéré de la BCAO, au niveau donc de la cité Djilimbaye. Maintenant, si on doit venir donc à l'objet de notre webinaire, comment obtenir mon visa d'études, mon visa afin d'étudier à l'étranger. Donc ça, c'est la première partie qui concerne les études. Donc, je vais introduire, on va essayer de s'arrêter sur chaque partie afin donc, de pouvoir donner les éclaircissements nécessaires et après on pourra également répondre aux différentes questions. Donc, les prérequis. Donc, la première chose qu'il faudrait d'abord avoir avant de pouvoir déjà songer à la demande de visa pour étudier à l'étranger, c'est avoir une acceptation universitaire. Parce que c'est l'acceptation universitaire qui va vous permettre de pouvoir vous présenter au niveau des services d'immigration ou bien de pouvoir déposer votre documentation. Donc, quand je dis vous présenter, c'est au niveau des services d'immigration où on demande votre présence physique afin de passer un entretien. Donc, il y a des pays où il faut passer un entretien physique avec les services d'immigration, mais il y a également des pays où vous n'avez pas besoin de passer d'entretien. Vous allez simplement faire un dépôt de dossier au niveau donc, du service d'immigration. Le dossier sera traité et vous allez recevoir de temps en temps donc, des réponses par rapport à la demande que vous avez faite. Donc là, je pense essentiellement au Canada. Donc c'est la première des choses qu'il faudrait avoir, c'est une acceptation universitaire. Et par rapport aux acceptations universitaires, donc, vous pouvez les avoir, en tout cas au niveau de VCA Group, dans plusieurs pays. Au niveau du Canada, c'est possible d'avoir des acceptations universitaires de la France, de la Turquie, l'Inde, les Émirats arabes unis. C'est les pays avec lesquels nous pouvons vous assister dans le but d'obtenir donc, des acceptations universitaires. Maintenant, si, étant donné que l'objet du webinaire, c'est comment vous aider à avoir le visa, donc afin d'étudier à l'étranger, ça veut dire que on peut également assister des étudiants qui ont déjà une admission ailleurs. C'est-à-dire, si vous avez euh, fait vos démarches tout seul, vous avez pu avoir une acceptation universitaire et que vous venez au niveau de VCA pour qu'on vous assiste également pour la demande de visa, etc. Et tous les traitements en rapport avec le visa, on pourrait également vous assister. Maintenant, par rapport aux acceptations universitaires, donc il y a tous les cycles, hein. Donc il y a tous les systèmes d'études. Nous avons donc des formations universitaires. Il y a également des formations collégiales. Donc les formations universitaires, c'est les formations généralement où vous faites un parcours licence master. Dans certains pays, donc, c'est 3 ans de licence et 2 ans de master après ça. Et dans d'autres pays, c'est 4 années donc, pour la licence, ce qu'on appelle généralement le bachelor. Et ensuite, vous avez 2 années d'études donc, pour le master. Excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, ça va, ça vient. Ok, ok, parfait. Donc, je disais, à part donc ce que nous avons comme formation universitaire, nous avons également les formations collégiales. Donc, les formations collégiales, ce sont, au Canada, on les appelle les cégep. Donc, aux États-Unis, on les appelle les community college. Donc, ce sont des endroits où vous avez la possibilité de faire 2 ans de formation. 2 ans de formation accélérée. Et après les 2 ans, vous avez donc un diplôme. Et donc, maintenant, libre choix à vous après l'obtention de ce diplôme-là de continuer ou bien de vous arrêter afin donc de pouvoir espérer intégrer donc la vie professionnelle. Voilà, donc c'est la première des choses qu'il faudra avoir, une acceptation universitaire. Maintenant, comment avoir une acceptation universitaire? C'est simple. Donc, ce qu'il faut faire simplement, c'est que si vous n'avez pas obtenu d'admission par vous-même et que vous voulez que VCA Group vous assiste, ce qu'il faudra faire dans un premier temps, c'est nous envoyer vos documents académiques. Les documents académiques seront donnés en fonction du niveau d'études que vous avez. Donc, si vous avez obtenu une licence, par exemple, les documents que vous devrez nous fournir donc, sont les documents des années de licence, les 3 années de licence, pour ceux qui font 3 ans en licence, euh, l'attestation des réussites de la licence, le baccalauréat et le relevé de notes du baccalauréat. Donc, avec ces documents-là, on pourra donc vous assister afin de vous avoir des acceptations universitaires au niveau des universités. Maintenant, si vous n'avez pas encore obtenu une licence,
il faudra généralement venir donc, depuis les classes de seconde, première, terminale, le baccalauréat et le relevé de notes du baccalauréat, sans oublier bien sûr les relevés de notes des classes universitaires que vous avez déjà entamées. Et dans certains cas, voilà, les documents de terminale seront requis. Mais de toute façon, lorsque vous allez commencer les procédures par rapport donc au profil que vous avez aux universités qu'on va donc vous proposer, on pourra savoir donc les types de documents qu'il faudra compléter s'il y a des documents à compléter. Maintenant, pour les formations, comment se passe donc le choix le choix d'école, voilà, pour la formation que vous avez choisie? Donc, VCA Group travaille dans une logique qui permet donc aux étudiants d'avoir des propositions universitaires. C'est-à-dire, lorsque vous venez au niveau de VCA Group avec le choix d'une filière bien déterminée, VCA Group prend donc ce choix-là en compte. Donc, c'est sur ce choix-là que nous allons donc baser l'essentiel de notre recherche afin donc de pouvoir vous proposer des universités. Maintenant, s'il arrive par exemple que dans la recherche d'université par rapport à la formation que vous avez choisie, parce qu'il y a des formations qui demande de respecter quand même certaines conditions, que ce soit des conditions par rapport à l'âge, par rapport aux moyennes que vous avez obtenues. Il se peut que vous ayez donc envie de faire une formation, mais en réalité, vous n'avez pas donc les prérequis donc demandés au niveau de l'université pour pouvoir intégrer la formation. Donc, ça fait que VCA Group sera donc dans l'obligation de vous faire savoir cela et également vous proposer donc des alternatives afin que vous puissiez voir donc en dehors de ce que vous aviez premièrement choisi, donc ce qu'on peut trouver comme second choix afin donc de poursuivre. Et une fois que la formation elle est choisie et que vous faites donc le nécessaire, on vous assistera donc afin d'avoir l'acceptation universitaire et à la fin donc vous aider aussi pour la phase de demande de visa. Voilà, donc ça c'était la première chose à savoir par rapport donc à l'obtention du visa pour les différents pays. Donc, Monsieur Diatas, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, vous avez la parole par rapport à ce point-là, donc l'acceptation universitaire. Donc, je rappelle, Monsieur Diatas est un agent donc de documentation au niveau de VCA Group. Donc, c'est eux qui se chargent de tout ce qui est en rapport avec la recherche d'université et également les traitements donc pour la demande de visa. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, Monsieur Diawara, j'espère que ça a été limpide vu que j'ai pas vu de questions au niveau de la barre de chat et les explications ont été vraiment claires. Donc, je vois pas quelque chose vraiment que je pourrais ajouter par rapport à ça, sauf si vous aviez omis quelque chose qui n'est pas le cas. Et aussi, si au niveau des participants, vous avez des questions, merci de les poser au niveau de la barre chat pour que je puisse intervenir. Exactement. Merci. Et c'est le moment encore de rappeler que si vous avez des questions, vous pouvez simplement les noter au niveau du chat. Donc, le chat, c'est la barre de discussion qui se trouve tout en bas donc, de l'application Zoom. Vous pouvez donc y poser les questions, on pourra donc répondre. Donc, Monsieur Diatta, je vais vous donner la parole donc, par rapport aux documents requis donc, pour les études. Donc, pour ceux qui... Bon, les documents requis ici, ce sont les documents qui concernent essentiellement la phase de visa. Parce que tout à l'heure, j'ai évoqué donc les documents requis donc, pour avoir une acceptation universitaire. Donc, ça, ce sont les documents qu'il faudra présenter lorsque vous allez donc pouvoir devoir entamer donc la phase de demande de visa. Donc, voilà, Monsieur Diatta, vous avez la parole. Monsieur Diatta, vous avez la parole et également votre caméra aussi, elle est désactivée. Vous pouvez revoir à votre niveau. Ok. Donc, désolé. La question, s'il vous plaît. Vous dites? Y a-t-il une question qui a été posée? Non, aucune question n'a été posée. Je disais que vous pouvez prendre la parole afin donc de revenir sur la phase des documents requis. Donc, c'est la prochaine étape, la phase des documents requis pour la phase d'ambassade en ce qui concerne les études. C'est la deuxième page Ok. du document. Donc, concernant les études, les documents requis sont déjà, il va falloir avoir un sponsor, déjà que vous avez l'acceptation et vos documents d'identité comme le passeport, donc les pièces d'identité. Ok. Il faudra aussi rédiger une lettre de motivation adressée directement donc, à l'ambassade. Pour ça, il n'y a pas de souci, on va vous adresser un exemplaire pour que vous puissiez le faire. Après que cela est fait, donc nous, à notre niveau, on va se charger de vérifier s'il y a des corrections à faire ou pas. Donc, concernant le sponsor, il faudra un relevé bancaire donc, qui correspond. Le solde doit correspondre donc, au coût d'études, aux sommes des coûts d'études et des coûts de vie aussi. Il y a aussi des frais annexes, c'est-à-dire le solde qui doit être au niveau du relevé bancaire ne doit pas être une somme très exacte. Donc, ça doit être une somme assez conséquente.
pour que, au niveau de l'ambassade, au moment de vérifier de faire l'étude de votre documentation, ils puissent voir que voilà, cette personne a les capacités ou la personne qui vous prend en charge a les capacités de prendre en charge vos études et vos coûts de vie. OK? Aussi, il y aura des informations comme des informations concernant vos familles. Ce sont des formulaires directement qu'on... Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais il nous faudra des informations comme le nom, les noms et prénoms, en fait, une liste complète de vos familles directes, OK? Leur âge, disons, ce qu'ils font actuellement, là où ils sont nés. Donc, toutes ces informations auront à être données, OK? Aussi, concernant les documentations, il vous faudra les documents d'identité de votre sponsor. Donc, et aussi, les NINEA. Si par exemple votre sponsor il a une entreprise, il faudra qu'il donne les papiers comme le NINEA, le registre de commerce, pour prouver que voilà, cette personne a, a créé des entreprises et que aussi le solde qu'il dit avoir eu a des sources assez probables, assez légites, comme on dit. Donc, je crois que pour l'ensemble des documents, c'est ça qui concerne les études. S'il y a peut-être quelque chose que j'ai omis, je ne crois pas. Donc, Monsieur Diawara, vous pouvez me le rappeler. Oui, peut-être de revenir simplement, en tout cas, par rapport à ce que M. Diatta a évoqué, les documents en tout cas requis pour cette phase-là ne sont pas des documents qui viennent essentiellement du candidat. Donc, il y a des exceptions. Mais ces documents-là, en réalité, ça vient donc de votre sponsor. Donc, le sponsor, c'est cette personne-là qui s'engage donc à financer vos études. Donc, c'est cette personne-là qui va se porter garant donc euh, voilà pour supporter vos études. Et cette personne-là, généralement, vous avez donc un lien de famille avec cette personne. Donc, ça peut être vos géniteurs, votre père ou votre mère, mais également un membre de la famille. Donc, ce qu'on recommande le plus souvent, donc avec l'expérience que nous avons dans le domaine, c'est qu'il faut privilégier donc les gens avec qui vous avez des liens de famille. Mais également, si cela n'est pas possible aussi, si vous avez des gens donc, qui sont, voilà, qui se portent volontaires donc, pour vous assister, ces personnes-là, donc, par le biais donc, des attestations, des prises en charge et également certains documents qui seront demandés, voilà, vont devoir justifier donc, le choix qu'ils ont fait donc, de devoir vous assister afin que vous puissiez donc, faire votre demande de visa. Le passeport du garant, l'extrait de naissance, je pense que ça, c'est assez clair donc, par rapport à ce qui a été dit par M. Diatta. Donc, l'extrait de naissance, c'est simplement pour prouver le lien de parenté. Donc, si vous dites que le garant, c'est votre père, donc également un extrait de naissance pourra largement prouver donc, le lien que vous avez. NINEA, registre de commerce, voilà, simplement pour prouver que les fonds disponibles dans le compte présenté par la personne qui se porte garant, si elle est donc, on va dire quoi, une personne qui exerce une activité commerciale, donc devra prouver que ces fonds-là ont une origine bien légale. Donc je pense que c'était ça. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là, c'est assez clair quand même. Maintenant, je vais essayer de voir au niveau du chat s'il y a donc des interrogations. Donc, Monsieur Diatta, je vais essayer de lire. S'il y a des interrogations, je vais les lire et si, voilà, vous pourrez prendre la Ok. parole. Donc, un instant. Donc, il y a quelqu'un qui dit, si je comprends bien, si on veut postuler pour le master dans une université, il nous faut juste déposer nos documents universitaires, à savoir les attestations et les relevés. Donc, Monsieur Diatta, Oui, attestation relevée donc d'une licence et aussi, comme l'avait si bien dit mon collègue M. Diawara, il faudra aussi le diplôme du bac et le relevé du bac. Ok. parfait. Si aussi vous avez eu à faire quelques années donc du master et avoir quelques semestres, disons, du master, il nous faudra aussi les documents que vous avez eu à avoir donc entre-temps. C'est Parfait. ça. Donc, si vous avez, donc, si, pour revenir sur ce qu'il dit, si vous avez donc une licence et que vous voulez postuler pour un master, on aura besoin donc des documents de licence 1, licence 2 et licence 3. L'attestation des réussites de la licence, le baccalauréat et le relevé de notes du baccalauréat.
Donc maintenant, pour ceux qui ont, parce qu'on se retrouve parfois avec des cas, donc des étudiants qui ont fait une année de master, voilà, les documents également de cette année de master-là, voilà, devront être donnés donc, pour permettre donc de justifier donc, le gap qu'il y a entre l'obtention de la licence et l'année qui a suivi juste après. Donc, à part cela également, s'il y a une autre question, je vais essayer de la lire. Donc, j'aimerais tenter une nouvelle fois ma chance, mais j'aimerais être orienté cette fois. Donc, Babacar Lo, nous sommes là pour ça. Donc, si vous avez des interrogations, des questions, donc des inquiétudes, vous pouvez donc nous les soumettre. On va essayer de répondre à vos inquiétudes afin donc de pouvoir vous assister. J'ai juste une autre question avant qui dit que j'ai juste une question. J'aimerais savoir comment vous faites les procédures donc, du demande de visa concernant les frais. Donc, vous demandez les frais avant le dépôt du visa ou bien après l'obtention du visa. Ça, je crois que M. Diawara pouvait répondre à cette OK, question. parfait, parfait. Donc, les frais de visa sont des frais qui ne sont pas donc perçus par VCA Group. Donc, ce n'est pas VCA Group qui perçoit donc les frais de demande de visa. Les frais de demande de visa, ce sont des frais que vous payez au niveau des services d'immigration, donc au niveau des ambassades. Si vous postulez pour la France, les frais que vous avez donc, les frais que vous devrez payer pour la demande de visa, vous les payez au niveau de l'ambassade de France. Les frais pour les États-Unis, la même chose. Donc, ça fait que vous ne pouvez pas, donc ce sont des entités autonomes. Donc, là-bas, vous ne pouvez pas venir faire une demande de visa si vous n'avez pas payé des frais. Donc, évidemment, les frais de demande de visa se font avant donc, tout dépôt. Ou bien le dépôt peut se faire, mais le dépôt, la documentation ne sera validée que si vous faites les paiements donc, requis donc, par les ambassades. Donc, voilà, vous ne pourrez pas avoir de traitement sur votre dossier si vous ne payez pas des frais d'immigration. Et c'est quelque chose aussi de tout à fait normal aussi. Voilà, maintenant, par rapport au montant donc, des frais de demande de visa, ça dépend vraiment de chaque pays. Tout à l'heure, je vais essayer de revenir un peu, donc, de manière un peu brève donc, sur ça, afin donc, de pouvoir vous orienter un peu par rapport aux frais. Mais les frais, parfois aussi, ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Ça fait qu'on ne peut pas donner un montant exact, mais on va essayer voilà, de voir ce qu'on peut donner comme estimation. Donc, un instant, je vais relire les questions. Excusez-moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Voilà. Il y a une autre question ici qui dit bonjour, je demande, d'après votre expérience, quels peuvent être les motifs qui bloquent l'obtention du visa? Donc, il y a plusieurs motifs. Donc, je vais donner la parole à M. Diatta, qui s'y connaît beaucoup plus, donc il va essayer de revenir sur ça. Puis, concernant donc, les refus du visa, donc, les motifs pourraient être, par exemple, si vous apportez un relevé bancaire, donc, et que la personne qui vous a fourni le relevé bancaire, vous n'avez aucun lien donc, avec lui, en fait, avec la personne, ça pourrait être un refus. Et aussi, si le relevé bancaire a disons, vous ne l'avez pas assez tôt imprimé, donc vous n'avez pas pris les 3 derniers mois ou c'est un relevé qui, par exemple, date de 2021 ou 2022, donc il n'est pas à jour. Ça pourrait être un motif de refus si vos documents ne sont pas au complet, c'est-à-dire vous omettez de donner un document ou vous n'avez pas pu trouver un document et que vous voulez qu'on continue avec les documents qu'on a, par exemple, ça peut constituer un motif de refus. Donc, voilà. En fait, il faudra que, pour avoir toutes les chances à votre niveau, parce que ce sont des entités autonomes quand même, vous pouvez tout avoir et que ne vous pas le visa. Pour maximiser vos chances, donc, il faudra déjà avoir une personne de votre famille, comme par exemple votre paternel ou votre maman, qui puisse vous prendre en charge avec un relevé bancaire qui contient une somme assez conséquente, OK? Et que la personne fournisse tous les documents, toute la documentation donc, complémentaire qui doit y suivre, comme les registres de commerce, bulletins de salaire et tout. Donc, papier d'identité, ok, extrait de naissance, si possible, donc de vos parents et vous aussi. OK? Donc, cela peut vraiment booster votre dossier. Donc, voilà. Je Diawara, si vous avez aussi quelque chose à... Exactement. Donc, les cas que monsieur Diatta donc, a évoqués, ce sont des cas donc, plus en rapport avec la documentation donc, à fournir au niveau des services d'immigration pour
la demande de visa. Donc, il faudrait que ce soit des documents donc vraiment, on va dire quoi, qui soient vraiment à votre avantage, que ce soit sur le sol, etc. et tout ça. Mais également aussi, comme il l'a dit, ce sont des entités autonomes. Donc, vous avez la possibilité d'avoir, vous avez donc des cas où vous avez tous les documents nécessaires pour la demande de visa, mais après, vous avez un refus. Donc, il ne faudra pas seulement voir le défaut au niveau de la documentation, mais également de vous-même en tant qu'étudiant aussi. Parce que, comme je l'ai dit en introduction, il y a des ambassades où vous allez passer un entretien physique. Ça veut dire que si vous passez un entretien physique avec les agents donc d'immigration, eux, ils ont le devoir donc de savoir ce qui vous motive donc à aller étudier dans leur pays. Donc, évidemment, si on vous laisse entrer dans un pays, c'est que vous avez donc des objectifs et des motivations saines. Maintenant, on va vous poser certaines questions. Donc, les questions vous seront posées. Donc, vous serez donc seul avec l'agent d'immigration. Il va vous interroger sur certains points. Excusez-moi, il y a un micro qui est activé. Excusez-moi. Je sais pas. Ok, parfait, c'est bon. Je disais donc, vous serez avec l'agent d'immigration, donc il va vous poser des questions afin donc de savoir vos motivations. Donc à ce niveau aussi, il faudra donc être très concret quant à ce que vous voulez faire. Donc qu'est-ce qui vous motive à aller étudier dans tel ou tel pays? Donc, quelles sont vos aspirations pour le futur? Après donc vos études, qu'est-ce que vous envisagez faire, etc. Donc ce sont des questions donc, qui seront déterminantes. Maintenant, pour cette phase-là également, VCA Group pourra vous assister. Donc, on a une équipe qui sera chargée de ça. Donc, le coaching, on l'appelle généralement le coaching. Donc, on sera chargé de vous assister, de vous aider, donc, afin de maximiser vos chances, de vous préparer, donc, aux entretiens pour que vous soyez, donc, dans les bonnes conditions le jour J, afin de pouvoir répondre, donc, convenablement aux questions, donc, des agents d'immigration. Donc, ça, c'était la question de Aboubakar Sadir. Il y a une autre, il y a Mahoudo Ephraim donc, qui a posé une série de questions. Premièrement, je voudrais savoir le coût de l'accompagnement qu'on doit payer à VCA Group. Donc ça, j'y reviendrai. Donc il y a une partie qui est totalement dédiée à ça. Je voudrais savoir si on peut faire une procédure du Canada dans le but d'aller travailler et de devenir un résident permanent. Voilà, les procédures que nous faisons actuellement, ce sont essentiellement des procédures donc concernant donc les études, du tourisme et des affaires, des interventions médicales. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'y aller, mais également, voilà, il y a un certain temps qui est accordé donc, à la personne qui y va. Ça veut dire au niveau de votre visa, des visas, etc., vous avez un délai donc, que vous devrez respecter donc, si vous devez rentrer au niveau de votre pays d'origine. Maintenant, concernant le visa de travail, premièrement, il faudrait d'abord avoir donc, un contrat de travail pour pouvoir espérer travailler au Canada. Pour le moment, en tout cas, au moment où je parle, donc, on n'a pas encore intégré donc, cette formule-là donc, au service que nous offrons. Peut-être dans le futur, mais pour le moment, ce n'est pas une option qui est disponible. Un instant. OK, donc il y a, je vais voir d'autres questions, excusez-moi. J'ai juste une question. J'aimerais savoir comment vous faites les procédures de demande de visa concernant les frais. Oui, ça également, j'y reviendrai. Donc voilà, pour ne pas peut-être mettre beaucoup de temps sur les questions, je vais essayer d'avancer. Ensuite, on reviendra sur les questions, donc afin de pouvoir donc répondre aux autres questions également. Donc après les documents, je pense que ça a été vraiment saisi donc à ce niveau-là par rapport aux documents donc à fournir pour les étudiants, mais également les documents à fournir pour les sponsors, donc c'est-à-dire votre garant financier. On va maintenant essayer d'aborder donc la question en rapport avec les coûts de service. Donc les coûts de service donc de visa en ce qui concerne les études. Donc, si vous venez au niveau de VCA Group avec une admission, c'est-à-dire vous avez déjà une admission universitaire et vous voulez seulement faire la phase de demande de visa, vous allez dans un premier temps nous envoyer la lettre d'admission que vous avez reçue au niveau de l'école où vous avez postulé. Donc, une fois que vous nous envoyez les documents d'acceptation, etc., ce que vous devrez faire, c'est payer ce qu'on appelle ici les frais de service 2. Donc, les frais de service 2 sont à 150 000 francs CFA. Donc, c'est un montant qu'il faudra payer au niveau de VCA Group et ce qui permettra à l'équipe de la documentation de pouvoir donc prendre votre dossier en main, donc apporter donc les évaluations nécessaires et également donc les traitements nécessaires. Donc, vous allez payer dans un premier temps 150 000 francs CFA. Donc, ils vont commencer à travailler avec vous à cette étape-là.
Maintenant, après le paiement de 150 000 francs, certainement vous allez remplir des documents ensemble, donc avec les agents de la documentation, ceux qui se chargent essentiellement de la documentation. Vous allez remplir des documents ensemble, remplir des formulaires, etc. Comme mon collègue l'a évoqué tout à l'heure, il y aura donc des informations donc, qui vont concerner vos parents, etc., le sponsor et tout ça. Vous allez faire cela ensemble. Donc ça, c'est la somme qui leur permet donc de prendre le dossier en main, les 150 000. Maintenant, une fois que les 150 000 déjà, ce ne sont pas des frais de demande de visa. Donc, ce sont les frais d'accompagnement pour le traitement de demande de visa. Donc, ça veut dire que ça, c'est une somme que vous payez au niveau de VCA Group. C'est pour l'entreprise. Maintenant, pour celui qui demandait, est-ce qu'on paye les frais de demande de visa avant ou après avoir reçu le visa? C'est maintenant à ce niveau-là qu'il faudra peut-être suivre. Parce que si vous payez les 150 000 francs CFA au niveau de VCA Group, donc VCA Group prend votre dossier en main, commence les traitements. Maintenant, une fois que les traitements sont achevés, maintenant, VCA Group reviendra vers vous afin de vous faire savoir qu'il faut maintenant à ce niveau-là payer les frais donc, de demande de visa au niveau du pays, de l'ambassade du pays que vous avez choisi. Donc, comme je le disais, je ne peux pas vous donner un montant juste parce que ça dépend vraiment du pays dans lequel vous vous trouvez parfois, essentiellement pour la France, par exemple. Au niveau donc de ceux qui veulent aller en France, vous devrez d'abord passer au niveau de Campus France. Ça veut dire même si vous avez obtenu une acceptation hors Campus France, c'est-à-dire au niveau d'une université privée, même par Parcoursup, mais pour la demande de visa, vous devrez obligatoirement passer par la plateforme Campus France. Donc, à ce niveau-là, il faudra payer les frais donc, de traitement Campus France, mais également les frais de demande de visa. Donc, les frais qui vous permettront donc d'avoir un entretien au niveau donc, de l'ambassade de France ou bien de voir votre dossier être pris par donc, les services d'immigration de la France. Par exemple, au Sénégal, ceux qui doivent avoir cet entretien-là, ils payent 18 000 francs CFA. Donc, ça, c'est le cas du Sénégal, par exemple. Maintenant, par rapport à votre pays, au moment venu, lorsque vous allez débuter les procédures, les agents de l'OCA vont faire donc les recherches nécessaires par rapport au pays dans lequel vous vous trouvez afin de vous donner le montant exact que vous allez payer au niveau de l'ambassade qui se trouve dans votre pays. Pour ceux qui veulent aller aux États-Unis, premièrement, il y a ce qu'on appelle les frais de sévice. Donc, ce sont des frais donc avoisinants. Donc, je pense que c'est 240 000 francs CFA le sévice. Donc, le sévice est uniforme. Donc, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, vous payez 240 000 francs CFA. Ça, c'est la première chose à faire pour les États-Unis. Une fois que vous avez le sévice, vous allez payer maintenant les frais de demande d'entretien au niveau donc, de l'ambassade des États-Unis qui se trouve dans votre pays. Voilà, au niveau des frais de demande d'entretien, maintenant, ça peut différencier parce qu'au Sénégal, le montant que les candidats payent, par exemple au Sénégal, ce ne sont pas les mêmes montants que les candidats vont peut-être payer au niveau du Cameroun, au niveau du Tchad, au niveau voilà, de tel ou tel autre pays. Donc ça, ce sont des frais lorsqu'on va arriver à cette étape-là. Vous devrez normalement payer ce montant au niveau des EcoBank. Donc, EcoBank est en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Une fois que vous arrivez à cette étape-là, donc on pourra savoir le montant que vous allez payer au niveau donc de la banque afin donc de recevoir donc un récépissé, bon une facture en tout cas qui va vous permettre de vous présenter au niveau donc de l'ambassade, justifiant que vous avez effectivement payé les frais d'entretien et vous pourrez donc passer l'entretien avec les services d'immigration. Ah, c'est pour les États-Unis. Donc, 240 000 pour le sévice, ça concerne tout le monde, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Et nous avons donc les frais donc, de demande d'entretien. Donc, généralement, ça ne dépasse pas, bon, avec toutes les précautions vraiment, mais ça ne dépasse pas le plus souvent les 115 000, le plus souvent. Maintenant, pour ceux qui veulent aller au Canada, aussi là-bas, ce sont des frais uniformes aussi. Ceux qui veulent aller donc au Canada au niveau de la zone donc du Québec, Québec-Montréal, donc les frais de demande de visa au total, c'est 185 000. Si vous allez au Québec ou à Montréal, donc ça fait au total 185 000. Donc ils sont repartis donc en frais de CAQ, de certificat d'acceptation au Québec, c'est 65 000 francs CFA. Vous avez ce qu'on appelle le permis d'études, c'est 75 000 francs CFA. Et pour finir, vous avez donc les frais de biométrie, donc ce qui est en rapport avec la prise d'empreintes digitales, donc c'est également 45 000. Donc ça fait un total de 185 000 si votre université se trouve au Québec ou à Montréal. Maintenant, si votre université ne se trouve pas dans cette zone-là, vous allez simplement payer les frais de permis d'études, c'est-à-dire 75 000 francs CFA et les frais de biométrie, c'est-à-dire 45 000. Ça fait un total de 120 000 si vous allez dans une zone donc, qui n'est pas le Québec ou Montréal.
Voilà, c'était par rapport aux frais de service de VCA Group. Donc maintenant, si vous n'avez pas d'admission, le total, ça va faire 320 000 francs CFA. Parce qu'il va falloir payer 20 000 francs dans le but de pouvoir activer votre dossier au niveau de VCA Group. C'est à ce niveau-là que VCA Group va commencer à travailler avec vous. Donc, on va vous ouvrir un compte au niveau de chez nous. On va évaluer votre documentation et on va vous faire des propositions d'université. Donc, c'est à 20 000 francs CFA. Une fois que la proposition d'université est faite et que vous avez validé l'université, donc la proposition, vous avez totalement le choix d'accepter ou de la refuser. Donc, c'est une proposition qui est faite au niveau de votre compte en ligne. Le compte en ligne, c'est une application qui sera donc installée dans votre téléphone. Vous allez voir la proposition qu'on va faire. Les propositions sont faites, comme je l'ai dit, en fonction de votre profil. Donc, une fois que la proposition est faite, vous allez lire. Donc, en toute transparence, tous les détails seront là. Vous allez lire et si ça vous convient, vous pourrez donc accepter. On passe à la phase 2, qui est la phase de demande d'admission. Donc, ce sont les frais de service 1, c'est 150 000. Et une fois que vous payez les premiers 150 000, c'est-à-dire les frais de service 1, vous allez aussi certainement payer les frais, ce qu'on appelle des frais annexes. Les frais annexes, ça peut être donc des frais d'inscription universitaire, tout à fait normal aussi. Parfois, il y a des universités qui demandent de payer des frais d'inscription universitaire. D'autres n'en demandent pas. Mais, en tout cas, de ce que nous avons comme expérience, au niveau des États-Unis, le plus souvent, c'est demandé et ça n'excède pas, en tout cas jusqu'à présent, les 50 000. En tout cas, de ce que nous avons comme partenaire, ça n'excède pas les 50 000. Pour le Canada, ça n'excède pas également les 105 000. Donc, ce sont des frais d'inscription. Une fois que c'est payé, que la documentation est déposée, vous allez recevoir la lettre d'acceptation. Et une fois la lettre d'acceptation reçue, vous allez passer à la phase 3, qui est la phase de demande de visa. Vous allez également payer les frais de service 2 pour qu'on puisse donc commencer donc la phase de traitement en ce qui concerne le visa. Donc, au niveau de VCA Group également, l'avantage est que vous avez donc 95% de chances donc d'avoir une acceptation universitaire. Maintenant, VCA Group travaille d'une manière à ce que si des acceptations donc n'interviennent pas, peut-être par rapport à certains motifs qui seront évoqués par les universités, on aura la possibilité de retravailler avec vous donc afin de vous assister pour que vous puissiez donc avoir d'autres propositions universitaires. Voilà, ça, ce sont des informations, excusez-moi, en ce qui concernait donc les frais de service de VCA Group. Peut-être je vais rebondir sur les questions, donc 5 minutes avant de pouvoir poursuivre. Oui, monsieur Diata, je vais activer votre micro un instant. Excusez-moi. OK, vous avez la possibilité d'activer le micro. Je vais voir s'il y a des questions. 320 000 francs, ça peut être combien en francs djiboutiens? Bon, là, vraiment, il faudra faire la conversion à votre niveau. Mais en dollars, je vais peut-être donner aussi en dollars. Ça fait 565 dollars. Donc, essayez de convertir à votre niveau parce qu'on ne peut pas donner l'équivalent en francs djiboutiens parce qu'il n'y a pas que des djiboutiens dans la présentation aussi. Donc, si vous n'utilisez Oui. pas le franc CFA, on va donner les valeurs en dollars. Donc, vous allez essayer de convertir comme le dollar, c'est international. C'est 565 dollars pour les frais de service de VCA, donc 565 dollars. Maintenant, en ce qui concerne, j'ai omis également d'évoquer les frais de demande de visa et tout ça aussi en dollars. Voilà, donc ce sera un peu compliqué de revenir sur ça. Maintenant, par rapport aux frais évoqués tout à l'heure en franc CFA, si vous n'utilisez pas le dollar, ce qu'il va falloir faire, ce que je vous suggère, c'est que si vous êtes intéressé, que la présentation prend fin, on va donc indiquer le numéro que vous pourrez contacter. Je pense que chacun d'entre vous, en tout cas la majeure partie d'entre vous, vous avez reçu des liens, un lien, donc un message de rappel d'entretien via un numéro. Vous pourrez contacter ce numéro-là afin donc de pouvoir, comment on appelle, avoir les assistances nécessaires par rapport aux différents détails concernant les coûts. Quelle est la durée pour avoir son visa pour quelqu'un qui se trouve en Guinée? Voilà, donc la durée ne dépend pas forcément du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc la durée de traitement dépend de chaque ambassade aussi. Il y a des ambassades dans lesquelles vous faites une demande et que vous avez un entretien, vous avez une date d'entretien fixée et le jour J, vous y allez pour passer l'entretien et vous allez savoir au sortir de l'entretien si vous avez le visa ou pas. Il y a d'autres pays également, vous allez déposer la documentation dans un délai de 15 jours, en tout cas selon les services d'immigration. Vous avez votre documentation qui est traitée, on vous enverra donc un message pour vous faire savoir la décision. Vous avez également d'autres pays où la durée donc minimum donc pour avoir une réponse donc c'est 1 mois. Donc certains pays ça va de 4 à 12 semaines donc, pour pouvoir avoir le visa.
Donc, j'ai perdu mes bulletins de la première année. Je voudrais savoir si c'est possible d'entamer une procédure avec mon bac en oubliant ma licence. En oubliant ma licence, je rappelle, je suis déjà fonctionnaire. Donc, en oubliant votre licence, j'ai pas compris ce que vous voulez dire. De toute façon, même si vous postulez pour un niveau inférieur, on aura besoin de vos documents de licence parce que imaginez que vous ayez obtenu le baccalauréat en 2015 et que voilà, on se limite simplement à l'année 2015 alors que nous sommes en 2023. Il faut justifier ce que vous avez fait durant les années donc, qui ont suivi l'obtention du baccalauréat. Quand est-ce que vous programmez le coaching concernant un entretien en présentiel pour la demande de visa? Voilà, une fois que l'étudiant a déjà une acceptation universitaire et qu'il entame donc la phase de demande de visa, que nous avons une date d'entretien fixée avec les services d'immigration, on va essayer de voir par rapport au calendrier des VCA Group de pouvoir fixer un entretien également avec le candidat concerné pour pouvoir donc s'entretenir sur en tout cas le coaching. La structure est située dans quel pays? Donc, le bureau principal de VCA Group, comme je l'ai dit tout à l'heure, se trouve au niveau des États-Unis, à Minneapolis, dans le nord des États-Unis. Nous avons un bureau de représentation également à Dakar, au Sénégal, au niveau de Yoff. Moi, je suis en première année de licence et j'aimerais faire une préinscription pour le Canada, pour la L2 en santé communautaire. Oui, on pourra vous assister. Pour ça, il faudra simplement contacter le numéro qui vous a envoyé le lien tout à l'heure afin qu'il puisse prendre votre cas de manière euh, personnel. Bonjour, si on veut poursuivre nos études dans un autre pays et on n'a pas de famille dans ce dernier, comment on va faire pour avoir un sponsor? Donc, le sponsor, je rappelle, ce n'est pas une personne, le sponsor ne doit pas être compris ici comme une personne qui va vous accueillir dans le pays dans lequel vous allez. Non. Le sponsor doit être compris au sens large. C'est une personne, peu importe le pays dans lequel elle se trouve, qui se porte garant donc pour vous assister durant vos années d'études. Donc, je prends le cas de votre papa, par exemple. Voilà, si c'est votre sponsor, il peut être au Cameroun, au Tchad, au Sénégal, et que vous allez au Canada faire 5 années d'études. Donc, il n'a pas besoin d'être dans le même pays que vous pour pouvoir être votre sponsor. Le sponsor peut être partout dans le monde. Bonjour, ça j'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que les 14 millions sont suffisants? Voilà, donc c'est une très bonne question. Par rapport donc au minimum donc demandé en termes de relevé bancaire, on n'a pas évoqué ce cas-là. Donc c'est vraiment le minimum. Donc comme Monsieur Diatta l'a évoqué tout à l'heure, donc il serait préférable pour ceux qui ont la possibilité de dépasser le minimum en tout cas requis pour les relevés de compte bancaire. Pour le Canada, il faudrait fournir un relevé de compte bancaire qui a un minimum de 14 millions de francs CFA. Minimum pour le Canada. Et les 14 millions de francs CFA, ce n'est pas de l'argent que vous donnez à qui que ce soit. Donc, ce n'est pas de l'argent que vous donnez à l'ambassade ou à BCA Group. C'est un document simplement qui permet d'avoir une certitude que vous avez vraiment un parent qui a ce montant-là. Parce que si vous dites que vous avez un garant qui a les capacités de pouvoir supporter vos études, il faudrait que ce soit écrit quelque part. Il faudrait que ce soit donc vérifiable. Donc, voilà pourquoi on vous demandera le relevé de compte bancaire. Ce sont les universités et les ambassades qui demanderont les relevés de compte bancaire et non VCA Group. Minimum 14 millions pour le Canada. Pour les États-Unis, donc 11 à 12 millions minimum en termes de relevé bancaire. Pour la France, il faudrait présenter un relevé bancaire de 5 millions minimum. La Turquie et l'Inde, je vais revenir en dollars tout à l'heure. Pour la Turquie et l'Inde, il faut présenter un relevé bancaire de 7 millions de francs CFA. Donc, les 7 millions de francs CFA, c'est l'équivalent de 12 000 dollars américains pour la Turquie et l'Inde. Pour la France, les 5 millions de francs CFA, c'est l'équivalent donc de 7 000 euros. Donc, je donne la valeur ici en euros. Pour les États-Unis, donc, c'est l'équivalent à peu près de 18 000 dollars américains. 18 000 dollars américains. Pour le Canada, c'est l'équivalent de 25 000 dollars canadiens. Il faudra tenir compte de ça. Donc, l'autre, c'est en dollars américains. Pour les États-Unis, 18 000 dollars américains et 25 000 dollars canadiens pour le Canada. Voilà, je pense que j'ai répondu à ces questions-là. Donc, maintenant, Monsieur Diatta, si vous avez quelque chose à ajouter avant de pouvoir donc passer à l'autre phase donc de visa. Donc, l'autre phase va concerner essentiellement tout ce qui est en rapport avec autre que les études. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter peut-être. Bon, peut-être au niveau de la barre chat, il y a beaucoup de questions qui sont en train de filer. Donc, il y a OK. quelqu'un qui dit, je voudrais savoir si la procédure pour le Canada est ouverte. Autrement dit, si est-ce qu'on peut postuler pour des universités pour l'hiver. Bon, les
disons, les procédures sont toujours ouvertes. Maintenant, ça dépend de quelle session on parle. Là, actuellement, pour la session d'hiver, va falloir tenir en compte une chose. Si c'est au niveau de Montréal, pour une université francophone, va falloir prendre en compte, donc, si c'est pour l'hiver, par exemple, la durée de la procédure. Il y a certaines universités, vous faites la demande, donc ça va prendre peut-être 1 à 2 mois avant qu'ils puissent répondre, donc voire novembre. Et après, vous allez faire la demande de CAQ, donc certificat d'accès au Québec, qui va prendre minimum 1 mois. Donc après, ce sera donc le permis d'études. Donc, voilà, vous voyez que on sera peut-être obligé de demander un report de rentrée. Raison pour laquelle actuellement toutes les demandes qui sont faites et qui sont idéales pour les étudiants donc étrangers, internationaux, disons, c'est la session de septembre 2024, donc automne 2024. Parce qu'il y a pas d'habitude de rentrée d'été. Donc d'été 2024, c'est soit hiver ou automne pour les candidats internationaux. OK? Donc je crois que c'est la réponse qu'il fallait à cette question. Donc, est-ce qu'il y a-t-il un entretien pour le Canada? Non, non, pour le Canada, il n'y a pas d'entretien. C'est comme pour le dépôt de visa, pour le dépôt de documents pour la France. Il faut juste préparer vos documents qu'on va vous demander au préalable et déposer au niveau du site de l'ambassade. Donc, c'est ça. Et après, ils vont étudier votre dossier et donner suite à votre dossier. Voilà. Y a-t-il un bureau de représentation en RDC? Donc, concernant VCA, il n'y en a pas. Actuellement, mon dossier est en cours de traduction en anglais. On m'a recommandé une université. Est-ce qu'il existe des frais d'inscription? Euh, oui, je crois qu'il existe des frais d'inscription, sauf si c'est Herkimer. Donc, si c'est Herkimer, il n'y a pas de frais d'inscription. Donc, après traduction de vos documents, on va juste soumettre votre application et attendre la réponse de l'école. C'est Kelly. D'accord. Un jour, quelqu'un qui va aller en France, est-ce que l'entreprise va me subventionner et c'est auprès... Bon, pour la France, c'est pas nous qui allons vous subventionner, ce sera à vous de trouver votre sponsor qui pourra payer vos études. Nous, on va juste se charger de vous aider concernant la procédure. C'est ça. Oui, excusez-moi, excusez-moi de vous interrompre. Donc, il y a quelqu'un qui était en train de, je sais pas, bon, comment la personne a eu la possibilité de faire cela, mais il y a quelqu'un qui était en train de gribouiller sur l'écran avec un crayon donc virtuel. Donc, si la personne peut cesser, s'il vous plaît, sinon ça va essayer de perturber la présentation. Merci. Monsieur Diata, vous pouvez continuer. OK. Donc, une autre question. Est-ce possible d'être coaché par VCA en ne faisant pas la procédure avec vous? Moi, j'ai pas très bien compris cette question et je crois pas que si vous ne faites pas de procédure, on peut vraiment faire quelque chose par rapport à vous. Hmm, Convertissez la somme de relevé bancaire en dollars. Donc, c'est facile. Si vous avez un relevé bancaire et que vous voyez la somme, il faut juste, disons, essayer de savoir quelle est la devise de la somme et c'est facile de convertir ça sur Internet. Donc, avec un bachelor Relations internationales obtenu en CI, ça veut dire quoi? Donc, peut-on apprendre des études pour le métier d'avocat aux USA? Donc, le métier d'avocat, c'est quelque chose de... C'est le droit, en fait. C'est le droit. D'habitude, on ne fait pas d'application pour le droit parce que, disons que l'ambassade se dit qu'une personne qui va aux États-Unis, qui vient d'ailleurs pour aller aux États-Unis apprendre le droit, c'est pas pour revenir dans son pays. Donc, c'est dans cette logique qu'on ne fait pas donc de procédure d'admission pour le droit en général. Maintenant, c'est possible de le faire. Donc, est-ce qu'au Canada, y a-t-il un... Non, j'avais déjà répondu à cette question. Pour le Canada, il n'y a pas d'entretien physique. Donc, c'est juste un dépôt de dossier.
Bonjour, je suis désolé pour le retard, je suis intéressé pour le tourisme. On va y revenir après. Donc, Excusez-moi de vous s'il vous interrompre plaît. avant que vous Ouais. n'alliez loin. Peut-être que voilà, ça peut me Mhm. sortir de la tête. Maintenant, par rapport à ceux qui ont interrogé sur le droit, donc le droit, nous ne disons pas actuellement que voilà, il n'est pas possible pour un étudiant d'aller faire droit, etc. Mais en réalité, avec l'expérience, parce que déjà, avant d'être une entreprise d'assistance également, nous sommes des conseillers également par rapport à vos projets d'études. Donc, si vous êtes, par exemple, sénégalais, tchadien, camerounais, etc., donc, vous êtes censé donc étudier le droit de votre pays. Donc, chaque pays a sa législation. Donc, si vous êtes tchadien, vous étudiez le droit tchadien. Si vous êtes congolais, vous étudiez le droit congolais parce que voilà, c'est en fonction du milieu dans lequel vous vivez. Donc, si vous allez aux États-Unis, donc vous allez apprendre le droit américain. Donc, c'est un droit anglo-saxon. C'est totalement différent du droit que vous avez dans vos pays, donc pour la plupart d'entre nous. Donc, ça fait que c'est paradoxal. Tout à l'heure, on a parlé d'entretien donc physique au niveau de l'ambassade. Lorsque vous passez un entretien, on va vous demander les motivations que vous avez. Donc, dans ces motivations-là également, il doit avoir donc un objectif derrière qui est de revenir dans votre pays après les formations, en tout cas pour la plupart du temps. C'est-à-dire, lorsque vous allez faire une formation, vous devez avoir comme première motivation de revenir dans votre pays, donc afin de pouvoir servir dans votre pays. Ça fait que lorsque vous envisagez de faire des études de droit, donc vous vous mettez totalement en contradiction avec ce que les ambassades veulent entendre de vous. Et si vous allez faire le droit américain, on ne voit pas où est-ce que vous allez exercer, en tout cas en revenant dans votre pays en Afrique ici. Raison pour laquelle la plupart du temps, ça aboutit, disons même 95% des fois, ça aboutit donc à des refus. Donc faudrait peut-être voir, en tout cas des refus de visa, faudrait peut-être voir avant d'y aller une formation plus accessible. Maintenant, il y a des alternatives aussi. Si vous voulez obligatoirement faire droit et tout ça, au moins, il faut déjà être sur place. Ça veut dire que si vous faites des procédures pour une formation quelconque, par exemple, et que vous arrivez aux États-Unis, maintenant, voilà, là-bas, vous pouvez faire des études de droit, étant donné qu'il n'y a pas de visa pour encore étudier le droit aux États-Unis. Vous y êtes déjà. Mais avant de partir, quand même, c'est très difficile, raison pour laquelle vraiment on déconseille cette option-là aux candidats. On ne dit pas que c'est impossible, mais on déconseille vraiment ça aux candidats dans le but de pouvoir donc leur assurer donc une réussite totale dans les démarches. Donc c'est ce que j'avais ajouté, Monsieur Diata. Ouais, ouais. C'est bien de le dire aussi. Euh, bonjour, je suis désolé. Ok. Est-ce que les notes des bulletins pourraient jouer en votre défaveur? Oui, ça dépend maintenant de quel pays et de quelle école vous voulez postuler. Si c'est pour la France au niveau de campus France, ça va vraiment jouer en votre défaveur. Et si c'est au niveau du privé, ça peut être un peu différent. Donc, au niveau de la France, les bulletins au niveau des privés, c'est voilà, vous avez de la chance si vous n'avez pas de très bonnes notes. Mais au niveau de Campus France, donc, disons que c'est comme une genre de compétition. Les meilleures notes sont ceux qui ont des admissions. OK, bonjour. Moi, je suis en licence 3. J'aim- J'aimerais poursuivre mes études en France. Quelles sont les procédures? Donc, pour la France, actuellement, pour que ce soit dans le privé ou dans le public, donc, il faudra passer par Campus France et il faudra attendre la réouverture donc, de Campus France pour qu'on puisse procéder aux applications. Donc, c'est-à-dire les rentrées qui seront disponibles actuellement, ce sera vers septembre 2024. Oui, c'est bien possible. Et, bon, M. Diarra, je crois que maintenant vous pouvez avancer, sinon il y a beaucoup de messages, de questions qui reviennent et Oui, pour la c'est vrai. plupart, ce sont les mêmes questions qui reviennent. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Également, je pense que malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Il y a des questions peut-être qu'on va omettre, ça c'est sûr. Donc, comme je l'ai dit tout Oui. à l'heure, pour ceux qui seraient intéressés après la présentation, il faudra simplement contacter le numéro qui vous a donc tout à l'heure envoyé le lien. Donc, ce numéro-là pourra vous assister afin donc, dans un cadre totalement donc personnel par rapport à votre préoccupation, la personne pourra vous assister et répondre à vos questions. Donc, je pense que ça, en gros, c'est ce qui concernait donc les démarches pour les procédures de demande de visa donc pour les études.
Donc, je pense qu'il y a Monsieur Sam, normalement, qui doit intervenir afin donc de pouvoir éclaircir donc les points concernant le tourisme, etc. Mais je pense qu'actuellement, il a une petite occupation. Je pense qu'il sera là dans moins de 5 minutes. Donc, peut-être, Monsieur Diatta, si vous pouvez venir à ce niveau aussi, peut-être le temps qu'il arrive. Par rapport à quoi? Désolé. OK. Donc, je disais par rapport aux documents requis, on a vu les documents requis donc pour les études. Donc, ici, on a une liste des documents requis. OK, OK. Donc, Ok, il me fait savoir qu'il est ok, disponible. Monsieur Sam me fait savoir qu'il est disponible. Donc, un ok, instant, d'accord. je vais donner la possibilité à Monsieur Sam donc, de pouvoir activer son micro. Donc, Monsieur Sam, si vous m'entendez actuellement, vous avez la possibilité à votre niveau d'activer le micro et de pouvoir donc intervenir dans le meeting tout en n'oubliant pas d'activer la caméra. Merci. Voilà, alors oui, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc j'espère que ça se passe bien. Donc, Michel Diarra, Michel Diarra. Donc, merci pour la belle présentation. Donc, je vais revenir rapidement sur l'étape quand même concernant donc la procédure d'immigration. Donc, pour la procédure d'immigration, c'est un peu différent de la procédure des études. Donc, tous ceux qui font les études quand même doivent suivre la procédure des études. Mais maintenant, la procédure d'immigration, ça, c'est pour les candidats qui sont soit dans des fonctions, soit qui exercent des fonctions, des activités commerciales, ou bien qui sont sous contrat au niveau de certaines structures de travail et tout, ou bien les candidats aussi qui sont des fonctionnaires, qui travaillent certainement pour leur État et tout. Donc, ce sont ces candidats-là qui sont beaucoup plus intéressés par cette procédure. Donc, ce sont des procédures d'immigration, des procédures de voyage, des procédures pour les affaires, pour ceux qui souhaitent aller donc, dans ces pays-là, faire des achats, faire des affaires, donc des affaires avec du business. Donc, ce sont ces candidats qui doivent faire ce type de procédure. Maintenant, pour les papiers à fournir rapidement, donc le candidat doit disposer d'un passeport valide, donc un passeport en cours de validité, plus 2 photos d'identité. Donc, le candidat doit aussi avoir, en fonction de son activité, si c'est une activité commerciale, il doit avoir donc un registre de commerce, c'est-à-dire un registre de déclaration. Donc, pour certains pays, on l'appelle le RCCM, le registre de commerce. Dans d'autres pays aussi, il y a une autre dénomination. Il y a le NINEA aussi, le NINEA qui est le numéro d'identification national, donc des entreprises pour chaque pays. Donc, il y a aussi, donc, pour les commerçants, ils doivent avoir des cartes de commerçants, des cartes import-export pour ceux qui font de l'import-export. Maintenant, pour les candidats qui sont sous contrat, donc ces candidats, ils doivent fournir leur attestation de contrat ou bien leur contrat de travail. Donc, ils ont signé et qui est en cours de validité. Maintenant, ces candidats aussi doivent fournir tout document quand même qui justifie donc leur activité en ce moment. Donc, s'ils ont des cartes professionnelles, des cartes quand même spécifiques à leurs activités, ils doivent les fournir. Ils doivent aussi fournir, donc certains, par exemple, pour les fonctionnaires aussi, ils doivent fournir le bulletin de solde, donc les 3 derniers bulletins de salaire. Donc, tout ça, ce sont des documents qui sont demandés. Donc, ça veut dire que chacun doit essayer de travailler en fonction de son profil spécifique, donc sur ce point-là. Maintenant, pour les autres documents, c'est partagé. Comme j'ai dit, donc le passeport, les 2 photos, ça c'est partagé. Donc, les candidats aussi qui sont mariés doivent fournir des certificats de mariage donc, et des livrets de famille pour les candidats qui ont des enfants. Maintenant, les célibataires ne fournissent pas ces types de documents-là. Donc, il y a aussi la lettre d'invitation. La lettre d'invitation, c'est quoi? C'est tous les candidats quand même qui souhaitent partir donc, dans ces pays-là ont la possibilité soit de demander une lettre d'invitation à quelqu'un qui se trouve dans le pays où ils souhaitent aller. Donc, ils essaient de voir avec leurs parents, leurs amis, leurs connaissances qui sont là-bas. Ils discutent avec eux dans le but d'obtenir une lettre d'invitation de la part de cette personne. En plus de la lettre d'invitation, la personne qui est là-bas, à l'étranger, doit fournir aussi donc, la copie du passeport, de son passeport, et aussi un certificat de domiciliation. C'est comme le certificat de résidence ou bien un certificat d'accueil pour la France.
D'habitude, c'est au niveau des mairies. Donc, les mairies, au niveau de ces villes-là, qu'on délivre ces types de documents. Donc, c'est sur la base d'une vérification aussi qui est effectuée par la mairie, parce que la mairie a la possibilité d'aller au niveau de la maison de la personne, vérifier exactement est-ce que la personne est en capacité d'accueillir une nouvelle personne, est-ce que l'espace est adéquat, est-ce que la personne est régulièrement installée là-bas, est-ce qu'elle a tous les documents nécessaires. Donc ça, ce sont des petites vérifications importantes que la mairie effectue avant de délivrer donc, le certificat de domiciliation. Donc, ce qui fait que si vous avez ces parents-là qui sont là-bas, essayez d'en discuter avec eux et eux, ils sauront de quoi est-ce qu'il s'agit. Maintenant, à défaut d'avoir la lettre d'invitation, vous pouvez aussi faire une réservation d'hôtel. La réservation d'hôtel aussi, donc nous aussi, on est en capacité de vous assister par rapport à ça. Donc, vous allez simplement nous dire donc, pour combien de temps vous souhaitez avoir une réservation d'hôtel. Sur la base de ça, nous allons travailler avec les agences qui vendent des billets d'avion pour nous faire une réservation. Pour chaque pays aussi, il y a des montants à payer. Certains pays, c'est à 25 000 francs que ces réservations sont effectuées. Donc maintenant, il y a aussi un troisième cas, ce sont les candidats qui ont des contrats de travail. C'est-à-dire que si vous parvenez à partir de chez vous à décrocher un contrat de travail, donc pour le Canada, les États-Unis, la France et autres, vous pouvez aussi le fournir. Ça peut remplacer donc la lettre d'invitation ou bien comment on appelle, la réservation d'hôtel. Mais quand même, c'est le document le plus difficile à avoir. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'avoir un contrat de travail alors que vous êtes toujours en Afrique, ici chez vous. Donc, le plus facile, c'est quoi? C'est d'aller jusque là-bas, faire de l'immigration, aller jusque là-bas, et une fois que vous êtes là-bas, là, à partir de là-bas, vous cherchez directement le contrat. Parce que les sociétés qui sont là-bas, d'habitude, ce qu'elles veulent, c'est quoi? C'est que la personne soit présente physiquement, donc pour qu'elle puisse lui donner un contrat de travail. Voilà, donc je pense que c'est clair par rapport à ce point. Donc, il y a aussi la garantie bancaire qui est très, très importante. La garantie, elle revient ici aussi. Autant ça revient sur les études, mais aussi au niveau de l'immigration, vous avez aussi une garantie à fournir. Et pour la garantie pour l'immigration, c'est un peu différent. Parce que pour l'immigration, ça dépendra aussi de chaque pays. Maintenant, pour le Canada, les États-Unis, ils ont le même type de garantie. C'est quoi? C'est toujours un relevé bancaire. Ce sera les 6 derniers mois aussi pour les relevés bancaires. Comme M. Diawara l'a expliqué, le relevé bancaire, ce n'est pas de l'argent que vous donnez au niveau de la banque. Donc, le titulaire du compte, il demande simplement à ce qu'on lui tire. C'est un tirage qui est effectué donc, sur les 6 derniers mois. Donc, c'est mensuel. Donc, avec le solde qui est arrêté. Donc, arrêté à la date due, on met le solde, c'est-à-dire ce qui est disponible au niveau de son compte. Maintenant, c'est ça aussi qui est important. Pour les États-Unis et le Canada, ce qui doit être disponible dans le compte du garant, c'est au minimum 8 millions. 8 millions au niveau du compte pour que la personne puisse se garantir. Maintenant, la personne elle-même peut se garantir elle-même aussi. Donc ça aussi, c'est une probabilité. Mais dans le cas où ce n'est pas possible, vous cherchez parmi vos parents. Le lien de parenté, comme M. Diawara l'a dit, est très important. Ça détermine beaucoup de choses. Il faut chercher donc parmi vos parents au premier degré, papa, maman, donc les deuxième degré, les cousins, cousines, neveux, nièces, oncles, tantes, mais aussi donc les tuteurs au troisième degré. Donc tout ça, ce sont des possibilités. Donc la personne qui vous garantit aussi doit donner la copie de son passeport ou bien la pièce d'identité, donc pour qu'on puisse l'identifier. La personne aussi qui vous garantit devra donner aussi une attestation de garantie. Donc elle fait une demande au niveau de la banque lui délivre une attestation de garantie ou bien une lettre de prise en charge montrant que c'est elle-même la personne qui s'engage à garantir votre procédure. Donc, ce sont ces 3 papiers que la personne devra donner. Voilà, maintenant, le reste, c'est quoi? C'est simplement donc, la réservation des billets d'avion. Donc, ce sera fait vers la fin de la procédure. La souscription aussi à la police d'assurance. Vous allez payer une assurance de 25 000 francs CFA. Donc, en fonction des pays aussi. Donc, chaque pays a ses prix. Mais ça, normalement, ça ne doit pas être loin des 25 000, même pour d'autres pays. Mais ici, au Sénégal, c'est 25 000. Hein? Voilà, donc maintenant, à part ça, qu'est-ce qui reste? Ce sont les paiements à faire. Donc, dans toute procédure, il y a des paiements à faire. Donc, des paiements d'immigration, des paiements d'ambassade et des frais de dossier pour VCA. Pour les frais de dossier pour VCA Group, donc en immigration, en voyage, c'est 150 000 francs CFA. 150 000 francs CFA. Maintenant, comment la personne paye? Donc, il y a 2 possibilités. Soit vous payez toute la somme en commençant,
ou bien vous payez la moitié. Donc, les 75 000, on commence le travail. Maintenant, une fois qu'on obtient le rendez-vous à l'ambassade, vous payez le reliquat, les 75 000 qui restent. Donc, et c'est fini. Maintenant, en termes de paiement d'immigration, donc ça dépend de chaque pays. Donc, pour le Canada, vous avez ce qu'on appelle la biométrie qui revient. La biométrie, c'est pour le service d'immigration canadien. C'est à 75 000 francs, c'est à 45 000 francs CFA. 45 000 francs, c'est 100 dollars canadiens. Vous convertissez, ça vous donne 45 000 francs CFA. Vous avez aussi au Canada ce qu'on appelle les frais de dépôt pour l'ambassade. Donc, les frais de visa de 100 dollars canadiens aussi, ça fait 45 000 encore. Les deux, ça fait 90 000 ou bien 200 dollars. Hein. Donc, vous avez aussi pour les États-Unis les frais de dépôt à l'ambassade. Donc, c'est la même chose que les études, c'est 95 000, donc 95 000 francs, toujours à EcoBank. Donc, pour les États-Unis, comme M. Diawara a dit, eux, ils travaillent avec EcoBank. Vous-même, vous allez faire votre propre paiement à EcoBank, vous aurez un quitus de versement qui sera mis dans le dossier. Donc, pour l'espace Schengen, donc de façon générale, c'est-à-dire l'espace de l'Europe, donc sous Union européenne, donc là-bas, vous allez payer des frais de dépôt de 54 000. 54 000. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour très rapidement. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Voilà, maintenant, s'il n'y a pas de questions aussi, je vais donner la parole à M. Diawara. Il va peut-être revenir sur la phase de traitement même donc, du dossier pour le visa, pour l'ambassade. Exactement. Donc, qui est la dernière étape? Plutôt monsieur Diatta, je pense. Donc voilà, c'était en quelque sorte la documentation. Donc les documents que vous devrez fournir donc pour avoir le visa donc en dehors en tout cas des études. Maintenant, étant donné qu'on a cité la documentation tout à l'heure, peut-être monsieur Diatta, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est totalement chargé donc de faire avec l'équipe qu'il a donc de travailler dans le dépôt, etc. Donc, tout ce qu'il faut faire. Donc, s'il a peut-être quelque chose à ajouter par rapport à ça, avant qu'on puisse répondre donc, à certaines questions avant de fermer la présentation et se dire au revoir, peut-être. Peut-être monter au niveau de la présentation un peu plus que puisse. Voilà. Donc, comme l'a si bien dit Monsieur Sambo, les documents qui seront requis sont, donc pour commencer, il faudra avoir un passeport pour changer faire, disons, les procédures, voilà, et la carte consulaire ou étrangère pour les étrangers. Si vous êtes étranger, il faudra trouver ça. Donc, deux photos d'identité, ok, le RCM ou le NINEA. Donc, au Sénégal, c'est appelé NINEA. Et pour d'autres pays, comme là, c'est bien de M. Samp, donc c'est le RCCM. Plus carte de commerçant ou import-export. Ça, c'est pour quand vous êtes dans le secteur du commerce. OK? Sinon, il faudra aussi, disons, les contrats de travail, bulletins de salaire et tout. Et aussi, le candidat pourra aussi apporter comme document complémentaire l'extrait de naissance aussi. Donc, ce sont des documents qui peuvent booster votre dossier. Donc, si vous n'avez pas de lettre donc d'invitation, ok, vous pouvez avoir une réservation d'hôtel. Donc, pour la réservation, laissez avoir vous assister pour que vous puissiez le trouver assez facilement. Donc, voilà, ou un contrat de travail. J'en avais déjà parlé. Le contrat de travail ou le contrat de travail, je crois que c'est au niveau des documents qui sont requis, comme le NINEA et la carte commerçante. Ok. Si vous êtes marié et que peut-être vous voulez aller avec votre compagne, vous allez devoir fournir le certificat de mariage donc, ou de divorce, donc livret de famille. Et aussi, si vous avez des enfants, fournir les informations complémentaires de tous vos enfants. OK? Donc, il y a le relevé de compte bancaire aussi, qui doit contenir les 3 derniers mois, si c'est pour l'espace Schengen, ou 6 derniers mois pour même pour les USA, Canada et Turquie. Donc, pour les États-Unis, vous pouvez apporter les 3 derniers mois. Donc, voilà. Et pour le reste, je crois que M. Sam l'a explicitement détaillé. Je crois que voilà, il n'y a plus Exactement. rien à ajouter. Exactement. Et bon, peut-être que certains se posent la question dans ce sens-là, c'est-à-dire lorsque
lorsqu'on a déjà les documents nécessaires et qu'on vient au niveau de VCA Group, par exemple, est-ce que en dehors de ces documents-là, est-ce que lorsqu'il faut déposer ma documentation au niveau du service d'immigration, est-ce qu'on va me demander des documents? Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires, bon, qui ne passent pas peut-être en premier plan, mais au moment de la soumission, étant donné que vous êtes dans le domaine, est-ce qu'à cette étape-là, il y a des documents qu'on me demandera ou bien des formulaires que je devrais remplir, par exemple, ou bien ça dépend? Oui, donc il y aura des formulaires à remplir, mais ce sera à nous de le remplir sous l'assistance donc du candidat. Donc nous aurons à leur poser un certain nombre de questions pour pouvoir remplir les dossiers, comme les dossiers de famille, les dossiers personnels et les dossiers le formulaire de voyage du moins. Donc nous aurons à vous poser certaines questions. Si aussi on a la documentation nécessaire pour remplir sans votre assistance, ce qui n'est pas d'habitude le cas. Donc, on pourra le faire sans votre assistance. Mais même si, par exemple, on avait les documents, il faudrait donc vérifier avec vous d'abord avant de pouvoir avancer ou soumettre quoi que ce soit. Ok, Donc, c'est ça. ok, parfait. Là, c'est clair. Maintenant, donc, je pense qu'à ce niveau-là également, c'est assez clair concernant les informations. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, reste à savoir. Bonjour, je suis malien et j'aimerais connaître les procédures pour aller étudier en France. Je suis en licence 3 audit et contrôle de gestion. Voilà, donc, comme je disais tout à l'heure, pour les cas un peu personnels, c'est-à-dire on ne peut pas venir sur le cas de chacun d'entre vous. Donc, pour votre cas, ce qu'il faut faire, ce que je vous suggère de faire, c'est de contacter les numéros qui vous ont envoyé les liens. Donc, le numéro qui vous a envoyé le numéro qui vous a envoyé le rappel d'entretien tout à l'heure. Donc, je vais également mettre excusez-moi, Edouard Sagna, pouvez-vous arrêter de demander la permission afin d'activer le micro parce que vous perturbez la présentation, s'il vous plaît. Edouard Sagna. Merci. Donc, je vais insérer un numéro que vous pourrez également contacter. Donc, tout de suite, je mets ça sur la barre de chat. Un instant. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Et ceci là. Donc, j'essaie d'introduire le numéro au niveau donc du chat, mais il y a un petit blocage. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais essayer de donner le numéro. Étant donné que j'arrive pas à le noter, mais après peut-être je pourrais mettre. Donc, si vous souhaitez donc avoir donc des réponses par rapport à votre cas de manière personnelle, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est regarder le numéro qui vous envoie le rappel d'entretien. Entrez en contact avec cet agent-là, il pourra vous assister. Donc, les autres ne sont pas forcément présents actuellement dans la présentation pour prendre la parole. Donc, en ce qui me concerne, vous pourrez me contacter sur le +221. Pour ceux qui sont hors du Sénégal, vous pouvez noter le +221, l'indicatif du Sénégal, le 76 335 03 97 +221 76 335 03 97. Et si vous souhaitez donc avoir des informations concernant, ou bien plus de précisions concernant le service donc d'immigration hors des études, donc vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche sur l'écran actuellement. Ah, c'est pour cette étape-là. +221 77 312 97 90. +221 77 312 97 90. Donc, je précise que lui, il ne se charge pas des études. Donc, pour tous ceux qui veulent des informations en ce qui concerne les études, faudra contacter les autres numéros. Voilà, peut-être on va revenir sur peut-être 5 autres questions avant de pouvoir peut-être fermer la présentation. Est-ce qu'on a beaucoup de chances d'être accepté dans les universités françaises? Ouais, je pense que M. Diatta a répondu à cette question-là. Oui, on a déjà parlé de visa visiteur, effectivement. Donc, si vous n'avez pas compris, vous pourrez contacter les numéros donc, qui se sont affichés sur l'écran. Le but du relevé bancaire, je vois que la question d'Aboubak, c'est-à-dire c'est un peu, la question elle est trop longue. Donc, je pense que ce que vous voulez savoir, c'est le but du relevé bancaire. Donc, le but du relevé bancaire, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est une forme de garantie. Donc, si vous estimez donc avoir des parents qui sont capables de supporter vos études, si vous-même vous estimez avoir les capacités financières nécessaires,
vous devrez prouver ça donc à l'aide d'un relevé bancaire, étant donné que voilà, si vous avez de l'argent, on estime que vous avez donc un compte bancaire dans lequel vous gardez cet argent, mais un compte bancaire dans lequel il y a de l'argent qui circule conformément aux activités que vous avez. Donc, si vous êtes commerçant, par exemple. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, les modalités de paiement, une très bonne question. Donc, maintenant, par rapport au paiement de frais de service, pour ceux qui sont au Sénégal, par exemple, je prends le cas du Sénégal parce que c'est là où se trouve le bureau secondaire, mais il y a également un bureau aux États-Unis. Ceux qui sont aux États-Unis, vous avez la possibilité de faire, bon, si vous avez des parents aux États-Unis, par exemple, qui font des paiements, vous aurez la possibilité de le faire via les moyens disponibles aux États-Unis avec l'agent donc, qui se trouve au niveau des États-Unis, le bureau principal. Pour ceux qui sont au Sénégal, ou bien les pays frontaliers du Sénégal, par exemple, vous avez certains moyens comme Orange Money, Wave, etc. Mais ceux qui sont également dans d'autres pays, il n'y a pas ces moyens. Vous avez Western Union, MoneyGram, RIA, etc. Donc, le candidat peut directement faire le paiement et envoyer donc les justificatifs de paiement, ensuite recevoir la facture, ou bien venir directement au bureau faire les paiements nécessaires, ou bien simplement aussi, vous pourrez faire le paiement via le site VCA Group, www.vcagroup.com. Vous pourrez faire le paiement à travers donc des cartes bancaires, etc. et recevoir donc les justificatifs de paiement et les factures et tout ça. Voilà, c'était par rapport à ça. Donc, je pense qu'on a répondu, donc à moins que, bon, comme je le disais tout à l'heure, il y a des questions qu'on va peut-être omettre. Voilà, donc l'hébergement, on ne garantit pas l'hébergement dans le sens où obligatoirement vous avez un hébergement, mais on peut vous assister dans le but d'obtenir un logement. Donc, il y a des étudiants qui sont partis et on a pris contact avec leur école afin donc de pouvoir les assister pour les modalités d'hébergement. Il y a des établissements qui offrent ces possibilités-là également, en ce qui concerne les études, bien sûr. Voilà, je pense qu'on a répondu à un ensemble de questions. Il y a peut-être la dernière. Bonjour, monsieur, je suis camerounais. Si nous avons en notre possession un contrat de travail au Canada, est-il possible de faire une procédure d'immigration au niveau de VCA Group? Essentiellement, ce que VCA Group fait, c'est vous aider donc à avoir, parce que le type de visa, les visas ne se ressemblent pas. Donc, si on vous met, du moment où vous avez un cachet donc, sur votre passeport qui indique que vous avez un visa, c'est par rapport au type de visa que vous avez demandé. Pour le moment, en tout cas, je ne dis pas que ça ne va jamais arriver, mais pour le moment, en tout cas, nous ne faisons pas encore dans tout ce qui concerne le travail, parce que ce sont des démarches différentes. Mais peut-être dans le futur, nous allons pouvoir donc intégrer également cette option-là donc au service que nous offrons aux candidats. Voilà, je pense que c'était ça à peu près les questions. Maintenant, peut-être pour revenir sur la dernière étape du document, ça va englober et le type de visa pour l'immigration ou bien pour les études. Donc, c'est une question qui concerne tout le monde. Est-ce que le visa est garanti? Donc, c'est une très bonne question. Beaucoup d'étudiants posent la question, est-ce que le visa est garanti? Donc, en toute honnêteté, on ne peut pas vous garantir un visa. Aucune agence n'est en mesure de vous garantir un visa dans le sens où l'octroi d'un visa dépend des services d'immigration. Donc, ce sont les ambassades qui décident de vous donner ou pas le visa. Ce qui fait que nous ne pouvons pas vous garantir un visa. Les ambassades sont des entités autonomes et indépendantes. Donc, ce que nous faisons à notre niveau, c'est vous assister dans les démarches afin de maximiser les chances de votre côté pour que vous puissiez avoir le visa. Mais quant à vous garantir un visa, on ne pourra pas le faire parce que voilà, nous n'avons pas les prérogatives. Voilà, parce que les ambassades sont des institutions autonomes et indépendantes. Par contre, ce que nous pourrons faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous assister afin de maximiser les chances de votre côté dans le but d'obtenir donc un visa. Voilà, je pense que essentiellement c'était ça qu'il fallait savoir par rapport à l'objet du webinaire pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour quand même. Maintenant, Monsieur Diatta, si vous avez quelque chose à ajouter avant de pouvoir fermer la réunion, donc vous avez la parole avant de donner la parole aussi à monsieur Sam pour son dernier mot. Oui, donc si ce n'est que, voilà, pour la majeure partie des questions qui ont été posées, j'ai directement répondu au chat. Donc, s'il y a des questions supplémentaires, donc M. Diawara a donné son numéro, vous pouvez le contacter directement et vous aurez toutes vos réponses. Et si vous désirez commencer quelconque donc, procédure, donc il sera à votre écoute. Donc, sur ce, merci et voilà. Peut-être passer la main à M. Sam Monsieur pour Sam, qu'il des puisse. questions peut-être?
excusez-moi, une intervention peut-être, monsieur. Voilà, donc je pense que vous avez tout couvert, hein. Monsieur Diawara, Monsieur Diatta, vous avez tout couvert. Maintenant, bon, comme Monsieur Diatta l'a dit tout à l'heure, donc s'il s'agit de la procédure de l'immigration, vous pouvez me contacter directement sur comme Monsieur Diawara l'a dit, le plus 221 77 312 97 90. Hein? Plus 221 77 312 97 90. S'il s'agit de l'immigration et du voyage, j'ai dit, hein. Mais maintenant, s'il s'agit des études, c'est M. Diawara qu'il faut contacter, hein. Donc, ici, les choses sont bien différenciées, hein. Voilà, merci quand même à tous et bonne journée quand même. Donc, je vais revenir peut-être sur le numéro à contacter. Un rappel, en ce qui concerne les études, contactez les numéros qui vous ont envoyé les liens, ou bien vous pourrez joindre le numéro unique qui est le plus 221 76, oui, 76 335 03 97, plus 221 76 335 03 97. Donc, je vois qu'il y en a qui ont commencé à me poser des questions sur WhatsApp. C'est très bien. Donc, on va pouvoir y répondre donc, au fur et à mesure. Également, si on ne répond pas à la minute aussi, il ne faudra pas penser qu'on n'a pas vu le message aussi parce qu'il y a plusieurs discussions, ce qui fait qu'on peut mettre du temps avant d'arriver à votre niveau. Voilà, donc c'était ça essentiellement le but du webinaire d'aujourd'hui. Donc, vraiment vous remercie d'avoir pris le temps d'assister à cela, en espérant que vous avez pu obtenir donc énormément d'informations et que vous allez donc certainement vous engager très bientôt, que vous soyez étudiant ou bien professionnel, encore particulier en tout cas, pour pouvoir donc aller dans ces pays-là et voilà, et bénéficier de nos services. Voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir assisté à la présentation et je vous souhaite de passer donc une excellente fin de journée. Également, merci encore à Monsieur Diatta et merci à Monsieur Champ pour les interventions. Et encore une fois, merci à tout le monde et excellente fin de journée.